Bon, merci et désolé du retard, on reprend rapidement. Les rangs s'éclaircissent, hélas. Et pour cette dernière session sur la redevabilité, vous savez que tout à l'heure, on a inversé l'ordre des interventions parce que le propos de Massoud Ahmed était plus relié à la session 2. Et la session 3, qui est sur la redevabilité, je pense, sera bien introduite par une communication assez vigoureuse de notre ami Paul Collier, Sir Paul, no, et qui va tout de suite prendre la parole, et ensuite Sylviane présentera le thème de la session, qui sera modéré par Patrick Plane. Et je remercie encore les panélistes d'être là, et à tous ceux qui ont la patience de rester sur cette session qui va être très importante pour la politique, puisqu'on veut parler de la redevabilité. OK. Well, thank you for giving me this opportunity. It's a celebration of 20 years of Verdi, but I want to say it's also a celebration of 20 years and more of what Patrick has been doing. And Patrick was the world pioneer of the importance of fragility in very poor countries, especially fragility in the Sahel. He saw that before anybody else. And so I hope, Patrick, that you get a frisson of pleasure from having been proved right, and that may counter a little the dismay that I'm sure you feel from the fact that you weren't heard by enough people and acted upon in time to avoid a pretty dismal outcome. What is that outcome? It's that Russia has replaced France as the country of influence in the Sahel, and that's really disastrous given the nature of the current Russian regime. So, what I'm going to turn to is that this was completely avoidable and can still be remedied. And there are two things we're going to be discussing. One is how to reset priorities, and then what are the actions which can deliver on those new priorities, how we get there. So let me start with the priorities. I think that there's one blindingly obvious priority, which is that young people in Sahelian Africa have to have a better prospect, a hopeful prospect, and the thing that's top of their minds is a job. And so we need to be generating decent jobs in Sahelian Africa. If there's no process for generating jobs, then young people are faced by a dismal choice between getting out, and that will be the brightest and the best who leave, and if they don't get out, all too many will join gangs because there's a lot of money around in Sahelian Africa to finance the gangs. So that's the first priority, is a hopeful future for young people working in the Sahel. The second priority is that governments need effective security. Why have they turned to Russia? Because they've not either built effective security themselves or found it sufficiently from France. So how can those reset priorities be achieved by practical policies? And I think the starting point is to recognize that we've been spending, as an international community, billions of euro, billions on UN security forces in the Sahel, which have proved ineffective. It's a shame, but they have neither provided practical security for ordinary citizens in the Sahel, nor have they provided effective security for governments. And that is why governments have turned elsewhere,
and why people are faced with this prospect that because there's so much insecurity, they will get out or they'll join the gangs themselves. So that first step is release a lot of money by recognizing the failure of all that UN peacekeeping. The second thing is switch that budget from the ineffective UN security to economic development. And again, that means generating jobs. And Patrick has been an advocate for years of how you can rebuild the economies of the Sahel. It's not easy. It will take a lot of money and a long time, but it's feasible. The final process is don't impose limits on the military spending of governments. A very good example here is Somaliland, which was a democratic country, Somaliland. It's very impressive, but it chose to spend half of the entire budget on building an effective domestic military. And there's been too much policy conditionality trying to stop governments building effective security. There's no alternative to governments building their own security. The final policy intervention is to pressure the IMF and the World Bank to do a much better job scaling up money in the Sahel, where the amount of money they've provided, especially over the last 5 or 6 years, has been paltry. So that's a vital thing for the big international agencies to increase their efforts. I've got one last message, which is to all the young people who need to see this message, need to hear it, both in France and around Africa. And this is a message about the future. It's your future, not mine, but there's a lot of the future left. Make use of it. Make better use of it than we did. Thank you. Bien. Je voudrais remercier d'abord la FERDI pour m'inviter à modérer cette table, qui est pour moi un véritable défi, parce que je remplace un homme que, pour ma part, je considère comme irremplaçable, Jean-Michel Severino, efficace très intellectuellement, comme vous avez pu vous en rendre compte par vous-même, mais également efficace dans la gestion du temps. Donc je crois que je ne vais pas m'atteler à à trouver toutes les solutions aux défis qu'il me pose, mais j'essaierai en tout cas de rentrer dans la contrainte temporelle qui est celle qui est fixée pour cette table ronde et qui impliquera qu'on ne dépasse pas 18h, 17h45, 18h. Alors, pendant cette journée, nous avons touché des questions qui étaient en lien direct avec la confiance, ce quatrième facteur de production. La confiance, d'une certaine manière, est directement liée à la transparence qui n'est pas indépendante de la gouvernance économique, de la qualité de la gouvernance économique. Et je crois que ces différents termes trouvent un géniteur qui est en l'occurrence la redevabilité. Et donc, sans plus tarder, je suis très heureux. Alors, c'est un challenge pour moi de gérer cette table ronde au pied levé, d'une certaine manière, pour des raisons qui sont propres à la commodité de transport qui amène Jean-Michel en dehors de Clermont. Mais c'est aussi une satisfaction que de donner la parole à Sylviane Guillaumont, qui a beaucoup compté dans ma vie professionnelle. Merci beaucoup, Patrick. Le système d'évaluation des flux publics à destination des pays en développement est à l'heure actuelle très critiqué. Or, une connaissance précise des flux n'existe pas. Des flux publics à destination des pays en développement, à l'heure actuelle, n'existent pas. Et je dois dire que c'est un de mes étonnements.
Et je crois qu'il y a au fond 3 raisons pour essayer de combler cette lacune. La première raison, c'est l'extrême et croissante fragmentation des sources de financement. Avec Jean-Michel, quand nous avons fait le premier papier pour l'architecture du financement international, nous avons été jusqu'à parler de jungle à propos du système financier international. Et effectivement, chaque fois qu'il y a un besoin nouveau qui se fait sentir, on crée une nouvelle institution, sans toujours, semble-t-il, se préoccuper de savoir s'il y a des doublons et s'il y a vraiment une cohérence dans l'ensemble du système. Et je crois qu'une des conséquences de cela, c'est qu'on a une action publique relativement désordonnée et moins efficace qu'elle pourrait l'être. La deuxième raison, n'est-ce pas, qui fait qu'il faudrait combler la lacune du manque de connaissance des flux financiers publics ou de la redevabilité, c'est la contestation de plus en plus vive du système international de financement par les pays en développement. C'est d'ailleurs un certain paradoxe, parce qu'à la fois les pays du Sud accusent l'Occident d'être les responsables du système monétaire international, du système financier international, et de le faire mal, mais en même temps, ils ne cessent pas de dire qu'il faut absolument que les pays de l'Occident tiennent leurs engagements, donnent plus d'aide pour la pauvreté et surtout plus d'aide pour les biens publics. Donc là, il y a un certain paradoxe. Et il me semble personnellement que la transparence des flux publics à destination des pays en développement est la première condition pour apaiser les tensions actuelles entre le Nord et le Sud. Il faut savoir exactement ce qu'on fait. La troisième raison qui fait qu'il me semble qu'il est utile de combler cette lacune et donc d'accroître la redevabilité, c'est l'absence, au fond, d'une institution qui soit légitimement responsable d'établir cette connaissance des flux financiers et d'assurer la transparence. Alors, bien sûr, il existe le comité d'aide au développement qui a beaucoup de mérite, mais il me semble que du point de vue de la connaissance des flux, il pose deux problèmes. D'une part, les statistiques de l'aide au développement qu'ils proposent sont incomplètes à cause de la définition même qu'ils ont de l'APD, qui est relativement restrictive, et puis aussi parce qu'il y a de nombreux bailleurs qui, en fait, ne déclarent pas leur aide au CAD. Et nous avons fait à la chaire Sahel une expérience particulièrement intéressante, n'est-ce pas, Tertius, il y a quelques années, qui consistait à demander à toutes les administrations du Sahel de faire un tableau des aides qu'ils avaient reçues au cours des 10 dernières années, en utilisant exactement la nomenclature du CAD, que nous leur avions par ailleurs fournie. Et nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de différences entre l'aide par pays qui était publiée par le CAD et puis les tableaux qui étaient établis par l'administration. D'ailleurs, parfois, il y avait moins d'aide, donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'ils ne connaissaient pas, mais parfois, il y avait aussi plus d'aide, parce qu'ils connaissaient de l'aide que le CAD ne connaissait pas. Et donc, nous en avons tiré la conclusion qu'il faudrait créer une plateforme pour que tous les pays puissent déclarer de façon claire leur aide. Ça aiderait à la transparence, à la redevabilité. Enfin, pour l'instant, nous n'avons pas vraiment trouvé le moyen de financer cette plateforme. Et ça, c'est un de mes regrets. Alors, d'autre part, le CAD, n'est-ce pas, il s'intéresse à l'aide au développement. Or, ce qui nous intéresse plus encore, c'est l'ensemble des flux financiers à destination des pays en développement, parce que l'aide au développement n'est plus qu'une petite partie de l'ensemble de ces flux. Et le CAD en a bien été conscient, puisqu'il a créé le Total Official Support for Sustainable Development. Mais celui-là, même cet agrégat, était assez critiqué et finalement n'a pas vraiment été reçu par la communauté internationale, en tout cas, me semble-t-il. Alors, il y a aussi un deuxième problème que pose le CAD,
c'est que les sources d'information ne proviennent que des bailleurs. Même si les receveurs, naturellement, sont associés à un certain nombre d'événements, mais ils ne sont pas tenus de dire ce qu'ils reçoivent. Et là, c'est un vrai problème. Alors, je sais naturellement que à la dernière réunion de haut niveau du CAD, on a décidé de réfléchir aux améliorations que pourrait connaître cette institution, mais il y a des personnes comme moi qui sont beaucoup mieux placées pour nous parler du CAD. Alors, mais je crois que compte tenu du fait que le CAD reste l'émanation des bailleurs, au fond, il n'est pas vraiment légitime pour être un instrument de redevabilité. Alors, il me semble, si vous permettez, que je voudrais poser rapidement 2 questions, qui sont les questions que nous aurions à débattre. Quelle institution légitime devrait être en charge de la comptabilité ou de la redevabilité des flux à destination des pays en développement? Je prends le terme redevabilité, c'est une tradition, au fond, un peu maladroite de ce qu'en anglais on appelle l'accountability, c'est-à-dire, au fond, la comptabilisation précise de ce qui se passe. Donc, la première question, c'est quelle institution? Et la deuxième question, ce serait, au fond, quels devraient être les grands principes que devrait suivre cette institution pour établir cette comptabilité, ou autrement dit, dans le but de quel éclairage par rapport à quel type de redevabilité, quel éclairage. Alors, si vous permettez, je dis quelques mots sur quelle institution. Alors là aussi, excusez-moi, mais j'ai aussi un certain étonnement. C'est que dans le cadre international, il y a 2 institutions qui se prétendent légitimes pour établir un suivi des flux financiers en provenance du développement. Il y a d'une part le Forum pour la coopération pour le développement de l'ECOSOC des Nations Unies, qui est complété par l'organisme important qui est, en anglais, c'est le Financing for Development Forum, le Forum pour le financement du développement, qui sont étroitement liés, ce dernier étant d'ailleurs presque plus connu que le Forum pour la coopération pour le développement. Et puis, à côté de ça, il y a un autre organisme qui est le Partenariat mondial pour une coopération efficace pour le développement, qui a pris la suite du Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide et qui est un organisme qui dépend de l'OCDE, auquel s'est associé le PNUD. Alors, bon, le premier forum, celui des Nations Unies, est certainement plus légitime que le second, parce qu'il réunit l'ensemble des pays du monde, par définition, c'est le rôle des Nations Unies, alors que l'OCDE est quand même une émanation des pays développés, même si c'est associé le PNUD. Mais le PNUD est lui-même un peu, dans cette histoire, juge et partie. Alors, je me suis intéressée, j'ai lu les déclarations finales des 2 dernières réunions de ces 2 organismes. Et j'ai trouvé que c'était très instructif. Parce que quand on regarde le commentaire du partenariat global, eh bien, on s'aperçoit qu'il fait très largement référence aux valeurs occidentales du droit de l'homme, de l'égalité entre l'homme et la femme, etc. Alors que quand on regarde le dernier commentaire, dernière déclaration du Forum pour la coopération pour le développement, il se concentre beaucoup plus sur les problèmes des pays en développement. Et donc, je me suis dit que c'était plutôt ce forum-là, qui était des Nations Unies, qui était légitime pour s'occuper de la vulnérabilité. Mais de la redevabilité, pardon. C'est-à-dire, c'est un lapsus significatif de nos préoccupations. Bon. Mais évidemment, l'OCDE, qui soutient le partenariat global, est sans doute plus efficace que les organismes des Nations Unies. Mais bien qu'il y ait une certaine fragmentation à l'intérieur même de l'OCDE, surtout ceux qui s'intéressent à cela, entre le CAD, la Direction pour le développement, le MOPAN, etc. Bon.
Et puis, alors, le partenariat global, justement, c'est intéressant de le rappeler, il a déclaré qu'il allait faire justement un suivi de l'aide. Et il va faire un tableau de bord d'ici 1926 sur l'ensemble des flux. Mais pour ça, il dit qu'il va collaborer avec le cadre. C'est très bien. Mais en fait, est-ce qu'il ne va pas lui faire un peu d'ombrage aussi? Voilà. Et puis, au fond, quelle est sa légitimité, c'est ce que je disais tout à l'heure, par rapport à l'organisme des Nations Unies? Alors, c'est la raison pour laquelle je crois qu'on peut se poser la question de savoir s'il ne faudrait pas une sorte d'institution ad hoc qui serait chargée de cela et qui pourrait être l'émanation soit du G20, qui a l'avantage maintenant de réunir à la fois les pays développés et des pays émergents, mais pas vraiment les pays les plus pauvres, qui sont pourtant intéressés à cette histoire-là. Ça pourrait être aussi une initiative du pacte financier mondial, du nouveau pacte financier mondial, des 4 P, n'est-ce pas, qui est la suite de la réunion de juin, et qui dit aussi, d'ailleurs, qu'il veut faire un suivi de la coopération internationale. Enfin, ce qui me semble important, c'est que cette institution, si on la crée, ce soit une petite institution, une taille modeste, je ne dis pas de créer un énorme machin nouveau, et que cette institution soit dirigée par un comité scientifique, non pas par des organismes politiques, mais un comité scientifique. Et sa compétence, ce serait évidemment l'ensemble du système monétaire international. Et sa première tâche, je pense, ce serait de rechercher un consensus sur la méthode, n'est-ce pas, qu'elle devrait utiliser pour mettre en lumière ces flux financiers et voir dans quelle mesure ça permet d'avoir un bon arbitrage de ce qu'il convient de faire. Et autrement dit, le premier objectif de cette institution, ce serait de créer un consensus sur la méthode. Alors, même si je dis que cette institution serait en charge du consensus sur la méthode, on peut quand même, et c'était ma deuxième question, esquisser très rapidement quelles pourraient être les pistes d'une grille d'analyse des flux financiers publics internationaux. Alors, la première piste serait, je crois, de classer l'ensemble des flux en fonction de ses finalités. Et dans la théorie du développement, il y a 3 finalités qui sont distinguées en général. La croissance économique pour réduire l'écart des revenus entre les pays, la redistribution sociale pour lutter contre la pauvreté, et puis, naturellement, maintenant, le financement des biens publics globaux qui eux-mêmes ont une très grande diversité. Et je crois que ce serait très intéressant que cet organisme soit chargé de classer les flux en fonction de ces 3 finalités. Alors, je sais bien que c'est difficile parce qu'il y a des chevauchements entre ces finalités, mais justement, ce serait son rôle de bien définir, au-delà de ce qu'on a appelé les marqueurs de Rio, comment traiter ces chevauchements. Et l'objectif de cette classification, ce serait de savoir, et c'est très important, comment s'établit l'arbitrage entre la lutte contre la pauvreté et le financement des biens publics globaux, dont on a largement parlé à la séance, la deuxième séance. Voilà. Et ensuite, le deuxième objectif, ça pourrait être évidemment de bien connaître les destinataires, n'est-ce pas, des flux financiers. Ça, c'est très important. Et de savoir quels sont les critères par lesquels chaque bailleur alloue ses fonds d'un point de vue géographique. Alors, est-ce que c'est en fonction du revenu par tête? Est-ce que c'est en fonction de la dotation capital humain? Est-ce que c'est en fonction de la bonne gouvernance, qui est très important à l'heure actuelle? Est-ce que c'est, comme on en a longuement discuté, en fonction de la vulnérabilité structurelle? Et pour ce faire, ce serait assez facile de calculer un indicateur de sélectivité de chaque bailleur en fonction de ces critères, n'est-ce pas? Et puis, quand on aurait fait ça, je pense que ce serait la condition absolue pour pouvoir ensuite réfléchir à l'impact. Mais parce qu'au fond, pourquoi réfléchir à l'impact si on ne sait pas quels sont les flux financiers? C'est un peu prématuré, me semble-t-il. Et
avant même de réfléchir à l'impact, de voir comment on pourra mesurer l'impact des flux, il me semble qu'il y a un domaine qui n'a été pas du tout étudié, qui est l'analyse territoriale des flux financiers publics. Est-ce que l'aide ou les flux financiers vont dans les capitales ou dans les grandes villes, ou est-ce qu'elles vont dans les régions qui sont plus éloignées, rurales, etc. Et pour en revenir au Sahel, parce que comme Tersus sait, c'est une région qui me préoccupe particulièrement, surtout en ce moment, au fond, peut-être qu'une des raisons de l'échec, au fond, de la politique occidentale au Sahel, c'est que l'aide au développement a été surtout dans la capitale ou les grandes villes. Et au fond, on sait très mal dans quelle mesure les bailleurs de fonds ont essayé ou pu arriver à financer des projets dans les zones vulnérables, dans les zones rurales, les zones virales et les zones où il y avait un certain nombre de conflits. Alors je sais bien que c'est beaucoup plus difficile que de financer les projets à Bamako ou à Ouagadougou, mais c'est quand même là que c'est le plus important. Donc connaître exactement ce qui se fait, ce qu'on ne sait pas à l'heure actuelle, il me semble que c'est la condition absolue pour commencer à réfléchir à l'impact de ces flux financiers sur le développement et sur la réalisation des biens publics globaux. Merci. Merci Sylviane pour cette mise en perspective du sujet avec des réflexions très claires. Je sais pas si des réflexions donc très claires sur les institutions, sur les grilles de critères et sur l'évaluation des flux financiers proprement dit. Donc j'introduis le deuxième, le premier des panélistes en fait à intervenir, qui est en l'occurrence Éric David, qui est vice-président du comité d'aide au développement de l'OCDE. Il était intéressant d'entendre Monsieur David. Tout un chacun sait que le rapport de l'OCDE 2023 intitulé « Quel système d'aide pour demain ?» a été très critique sur les mécanismes d'allocation de l'aide, avec des regards à la fois sur le pilotage local, sur la modernisation, le besoin de modernisation de la gestion financière, sur le rééquilibrage des relations, et enfin sur la nécessité d'avoir de meilleurs partenariats internationaux. Donc, Monsieur Éric David doit être en ligne, je pense. Donc, oui, vous m'entendez ? Oui, bonjour Monsieur David, je vous remercie. Je vous laisse la parole pour une dizaine de minutes. Oui, très bien. Merci. Je vais essayer de présenter tout cela. Effectivement, d'abord, je voudrais vous présenter mes excuses de ne pas être présent. Il fallait que je sois à Paris dans des horaires qui sont incompatibles avec la présence sur place. Je voudrais aussi vous remercier de m'avoir invité. Alors, moi, je vais parler du point de vue d'une organisation qui est un peu ancienne, qui est le Comité d'aide au développement, qui est assez critiqué, qui a fêté il y a peu ses 60 ans, qui a un mérite, c'est celui d'exister et d'essayer de compter. Alors, pour essayer de répondre aux questions qui sont posées, je vais essayer de répondre à trois modules. D'abord, comment est-ce qu'on a fait en sorte d'essayer de mieux compter l'aide publique au développement à travers le comité d'aide au développement? La deuxième, c'est comment est-ce qu'on a essayé de mieux compter les flux pour le développement, qui ne se limitent pas à des flux d'APD. Le troisième élément, c'est comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour essayer de mieux évaluer le risque pour faciliter les flux de développement qui ne sont pas uniquement des flux publics. Alors, sur le premier élément, c'est un rôle assez classique, c'est-à-dire que le comité d'aide au développement, il a été conçu il y a plus de 60 ans, avant même la création de l'OCDE, puisque le comité est antérieur à la création de l'organisation elle-même. Il a été créé pour être fondamentalement le statisticien de l'aide au développement, et il a été fait aussi pour être le législateur de l'aide au développement. Tant et si bien que le comité, il est à la fois celui qui définit et mesure l'aide publique au développement. Alors, la définition, elle date de 1969, mais naturellement, si la définition primaire n'a pas changé, sa mise en œuvre de comptabilisation a évolué au fil du temps.
pour suivre les réalités qui sont assez changeantes. Alors, naturellement, la comptabilisation d'aide publique au développement, elle peut être crédible que si elle s'adapte à l'évolution des objectifs, des acteurs, des instruments. Ces dernières années, on l'a vu évoluer à ce titre. On l'a vu évoluer pour tenir compte des crises climatiques, des crises économiques, des conséquences de l'agression russe en Ukraine. On l'a vu évoluer aussi pour tenir compte de la crise liée au Covid-19. Alors, pour prendre en compte juste ce qui s'est passé sur ces dernières années en termes de comptabilisation, pour essayer de rester au plus près de ce qu'est l'aide publique au développement des membres du comité d'aide au développement, qui ne représente, comme ça a été dit, qu'une part des flux financiers, à la fois par ceux qui les émettent et par la nature de ce qu'ils émettent, il y a quand même des choses qui ont été faites. On a essayé de mieux comptabiliser les prêts concessionnels au secteur public. On a essayé de mieux comptabiliser les dépenses d'accueil de réfugiés. On a aussi essayé de mieux comptabiliser de manière plus exacte les dépenses de paix et de sécurité. Ça date d'il y a quelques années. Plus récemment, on a essayé, à la suite de l'épidémie de Covid-19, de mieux comptabiliser les allègements de dettes en APD. On a aussi essayé de compter, avec toute la difficulté que ça comporte, comment est-ce qu'on pouvait compter les doses de vaccins qui étaient données au titre de la lutte contre le Covid-19 aux pays en développement. Et puis plus récemment, on a fait une autre réforme qui est la comptabilisation des financements en faveur du secteur privé, qui était quelque chose d'ancien, sur lesquels on avait eu du mal à progresser entre 2016 et puis 2020, et sur laquelle on a réussi à trouver un accord pour mieux comptabiliser les outils financiers au-delà des prêts et des dons, de manière à essayer de comptabiliser à leur juste valeur les garanties, les assurances, les prêts mezzanines, les prises de participation au capital, qui sont des objets qui comptent en matière d'aide publique au développement, qui sont des instruments nouveaux, mais qui jusque-là étaient soit pas comptés du tout, soit étrangement comptés quand on abordait la question sous un angle financier. Alors ça, c'est pour essayer de mieux comptabiliser l'objet d'aide publique au développement. On a aussi des réflexions sur les pays qui bénéficient de l'aide publique au développement. On arrête de compter quand un pays n'est plus bénéficiaire. Se pose la question de qui est bénéficiaire et qui ne l'est plus. Donc, des seuils d'éligibilité à l'aide publique au développement. Tout ça se mesure sur la base d'un critère à ce jour qui a le mérite de la robustesse et qui a les limites de la robustesse, qui est le PIB par habitant. Et quand celui-ci est dépassé, au bout de 3 ans consécutifs, il y a, dans un langage affreusement bureaucratique, ce qu'est la gradation, et le pays devient inéligible. Alors, il y a des réflexions qui sont en cours, qui sont à la fois des réflexions pratiques et qui sont des réflexions théoriques sur ce sujet, pour faire en sorte que des pays qui sont à la limite de l'éligibilité à l'aide publique au développement n'en sortent pas de manière déplacée en raison d'évolution de leur PIB par habitant qui ne serait pas nécessairement corrélée à une réalité forte pour ces habitants. On a eu le cas notamment pour les petites îles, notamment du Pacifique, mais pas seulement. On a eu les cas à Nauru et à Montserrat, qui étaient des entités bénéficiaires et dont on a reporté la sortie de l'éligibilité à l'aide publique au développement parce qu'on a considéré que celle-ci n'était pas représentative, que l'évolution de leur PIB par habitant n'était pas nécessairement représentative. Et ce débat qui est très concret, on l'a de manière plus théorique pour voir si, au-delà du seul critère de produit intérieur brut par habitant, il ne faudrait pas voir si on ne pourrait pas aborder aussi la question de la vulnérabilité. Alors, il y a des débats aux Nations Unies sur les indices de vulnérabilité qui sont probablement pas allés jusqu'au bout, qui font pas en tout cas consensus au sein des États membres de l'OCDE, mais on sent bien qu'il y a aujourd'hui des discussions
qui pourraient prospérer autour d'une meilleure prise en compte de paramètres qui, sans remettre en cause la robustesse du dispositif, pourraient intégrer des dimensions supplémentaires. Alors voilà pour le premier élément. Le deuxième, il a déjà été abordé dans l'intervention précédente sur comment comptabiliser les flux pour le développement. Je ne parle pas là des questions de la seule aide publique au développement, mais dans une acception plus large. Alors, je serais peut-être un peu plus positif, moi. Et pas simplement parce que c'est une perspective du cadre. Je serais plus positif parce que finalement, ce qui s'est développé depuis 2019 avec le TOSD, donc le Total Official Support for Sustainable Development, c'est quelque chose qui va un petit peu dans le sens de ce qui a été présenté précédemment. Parce que, au fond, l'APD, pris collectivement, c'est à peu près 200 milliards de dollars par an. On s'est aperçu que cet APD rapporté aux besoins, alors on peut les compter de différentes manières, on a différents totaux en fonction des organismes qui les donnent, on peut arriver parfois à 3 000 milliards de besoins par an, d'autres citent 5 000, certains citent même 7 000, mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a une inadéquation entre les fonds apportés par l'APD et les besoins tels qu'ils ressortent des évaluations internationales au regard notamment de ceux qui sont estimés dans le cadre de l'agenda 2030. Et c'est là-dessus qu'est née l'idée de TOSDI qui se distingue de l'aide publique au développement sur plusieurs points. D'abord, on est dans un objectif de développement durable et pas simplement dans un objectif de développement économique. On est dans une comptabilisation de flux bruts. On se place du point de vue du pays bénéficiaire et surtout, on se place dans un périmètre plus large avec l'insertion de flux qui ne sont pas nécessairement concessionnels ou trop faiblement pour l'être en APD. On y intègre les flux privés qui sont mobilisés, on y intègre certains financements export, on y intègre les flux dans les pays donateurs en faveur des biens publics mondiaux. Bref, on a une approche plus large qui retrace plus ce que le pays bénéficiaire peut effectivement recevoir avec une approche en deux piliers. D'un côté, les flux transfrontaliers, ça c'est simple, et de l'autre côté, un deuxième pilier avec principalement le financement des biens publics mondiaux. Le résultat qu'on obtient, alors il est vrai pour la France, mais il est plus généralement vrai, on obtient des montants qui sont grosso modo le double de l'APD, à peu près. Mais c'est pas nécessairement ça qui est le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est que on a une acception plus large du flux. On a inversé la logique en le regardant du côté du pays récipiendaire et pas du pays donateur. Et on le fait dans un cadre qui maintenant est autonome de celui de l'OCDE, puisque depuis le 1er janvier 2024, ce cadre a été sorti du cadre. Il est fait par des équipes qui sont désormais autonomes, certes abritées à l'OCDE pour bénéficier de la proximité de l'appareillage statistique, mais de manière autonome et avec des pays qui sont autour de la table, qui sont plus larges que les pays du CAD, dont un certain nombre de pays. Alors, je n'aime pas beaucoup employer l'expression parce que je suis pas certain qu'elle représente une réalité, mais le pays du Sud. Alors certains disent Global South, je suis pas certain encore une fois, mais en tout cas de pays qui ne sont pas autour de la table au CAD. Et donc de ce point de vue-là, moi il me semble qu'il y a eu un véritable progrès. Il est récent, il va falloir le consolider. C'est comme les jeunes pousses, il reste l'arbre ancien qui est le CAD. À côté de lui, il y a quelque chose de plus novateur sur un champ différent, sur une perspective différente, avec des gens qui ne sont pas tout à fait les mêmes autour de la table, qui est le TOSDI. Eh ben, c'est comme les petits arbres, il faut les entretenir et puis il faut leur permettre de continuer leur croissance. Le troisième élément que je voudrais aborder, c'est la question, on comptabilise l'APD, on comptabilise les flux de développement, mais il faut aussi bien évaluer les risques pour faciliter les flux pour le développement. Et là, on rejoint les initiatives qui ont été prises notamment à l'été dernier avec le pacte de Paris for the People on this Planet, donc le 4P qui a été mentionné tout à l'heure, avec la nécessité de développer des flux privés. Et là, notamment ce qui s'est passé au cours des derniers mois, ça a été un resserrement des débats, notamment
autour de la question de la meilleure évaluation des risques pour que ceux-ci soient appréciés au plus près des réalités et pas nécessairement uniquement d'un historique de paiement, mais au regard des efforts qui sont réellement effectués dans les pays qui pourraient bénéficier de ces flux privés. D'où un dialogue qui a vocation à être engagé plus avant par le comité d'aide au développement avec les agences de notation, d'où les travaux qui sont alors encore actuellement internes, mais qui ont vocation à se développer sur les notations de risque pays, y compris celles qui sont faites en interne à l'OCDE, de manière à ce que on ait une approche qui se fasse au plus près des réalités et que lorsque évaluation du risque il y a, lorsque notation du risque il y a, celui-ci soit fait sur la base de critères objectifs, objectivables, avec des moyens humains qui sont suffisants et qui ne se fassent pas trop, qui se fassent en regardant les réformes récentes, qui se fassent en regardant l'avenir et le potentiel de remboursement d'un flux privé et pas nécessairement en regardant les 40 ou les 50 dernières années et ce qui s'est passé vers le passé. Et puis, peut-être 2 mots pour conclure sur la question du décompte statistique. Moi, je pense qu'il y a 2 éléments. Le premier élément, c'est qu'il faut être pragmatique. On est en face de systèmes qui sont imparfaits. Mais il faut faire avec ce qu'on a. Il faut faire là où les statisticiens sont, là où les flux de données passent. Le cadre au départ était beaucoup moins précis qu'il ne l'est aujourd'hui. Le TOSDI devrait suivre une pente assez comparable. Il faut utiliser ce qu'on a. Il faut imaginer que, par exemple, chaque année, la France envoie 15 000 lignes de rapport au CAD. Et c'est, à toute proportion gardée, un niveau de granularité qui est à peu près le même pour les autres pays. Et donc, tout ça, il faut arriver à le conserver, il faut arriver à l'élargir. Je précise qu'il y a des pays qui font rapport au CAD qui ne sont pas membres du CAD. Il y a des pays du Golfe, je pense aux Émirats, je pense au Koweït, qui font rapport selon les mêmes standards. C'est des choses qu'on va essayer de développer. Le deuxième élément, c'est que je pense qu'il ne faut pas opposer les légitimités. Il y a une tendance qui, à mon sens, est excessive d'opposer une forme de légitimité de l'OCDE à une légitimité des Nations Unies, qui, à mon avis, est trop superficielle. Je vais te prendre un exemple qui sort un peu du champ du développement direct, qui est celui de la fiscalité. Quand on parle de fiscalité à l'OCDE, on parle de fiscalité dans ce cadre de ce qui s'appelle le cadre inclusif de l'OCDE et de la solution aux 2 piliers. Il y a plus de 140 pays autour de la table. C'est pas les 38 États membres qui discutent de fiscalité à cet endroit-là, c'est 140 pays qui sont réunis. Quand on regarde aux Nations Unies, qui a voté en faveur d'une initiative des Nations Unies dans le domaine de la fiscalité, qui d'ailleurs est assez comparable de par son champ à ce qui se passe à l'OCDE, il y a 120 pays qui ont voté pour. Donc, on n'est pas sur des ordres de grandeur qui sont si différents que ça, et on n'est pas en train d'opposer la légitimité historique de l'OCDE à la légitimité du nombre des Nations Unies. On a plutôt, moi, je pense qu'il faut aborder ça dans une logique de complémentarité entre les points forts de chacun, et pas nécessairement chercher à les opposer en disant il y a du global nord contre du global sud, il y a la légitimité économique contre la légitimité de l'universalité. Je pense qu'il faut qu'on arrive collectivement à dépasser ça. Voilà, je m'arrête là et je suis tout à fait prêt à discuter de cela plus avant. Cet éclairage sur les appareils statistiques, de comptabilisation de l'APD, mais également les comptabilisations de flux financiers pour le développement et la problématique de l'évaluation des risques. Nous allons, d'une certaine manière, pas nous éloigner de trop de l'OCDE, puisque le prochain intervenant, qui est en l'occurrence Serge Tomasi, a été directeur adjoint de la coopération pour le développement à l'OCDE, et il a été également ancien ambassadeur. Serge, merci, une dizaine, 10 minutes. Oui.
Alors, c'est difficile de prendre la parole après Éric David et Sylviane parce que vous avez déjà abordé beaucoup de sujets de façon très pertinente. Mais je vais essayer de soulever d'autres petites questions et puis peut-être de revenir sur certains sujets. La première question, c'est APD ou pas APD. Je suis toujours surpris, et notamment par rapport au débat qu'on a eu hier et ce matin, et notamment l'intervention très forte de Michel Sidibé, sur le fait qu'on utilise toujours ce concept d'aide publique au développement. Et l'acronyme est pire en anglais, hein, ODA, Official Development Assistance, parce qu'il nous renvoie, je trouve qu'il est très connoté historiquement, il nous renvoie aux années 60-70 avec cette approche très top-down. Il y a les donateurs qui donnent et puis il y a les pays en développement qui reçoivent. Et quand on a lancé la dernière réforme sur la comptabilisation de l'aide en 2013-2014, qui est devenue opérationnelle à partir de 2018, on avait proposé d'abandonner le terme d'aide publique au développement et de parler uniquement de financement public du développement, avec deux sous-catégories. Donc les financements publics concessionnels, c'est l'APD, et les financements publics non concessionnels, c'est le TOST. Et je pense que c'est peut-être parce qu'une déviation professionnelle, parce que je suis diplomate, mais les mots, au-delà de leur signification première, ils sont très chargés symboliquement. Et en 2021, parler encore d'aide publique au développement, ça renvoie toujours à cet échange inégal entre le Nord et le Sud, et je ne crois pas qu'on puisse construire un vrai partenariat si on reste avec cette terminologie. Deuxième remarque, alors, la question institutionnelle, t'es DAC ou t'es pas DAC, Development Assistance Committee ou pas, c'est un sujet très vaste, très compliqué. Moi, ce qui me frappe d'abord, c'est l'extrême fragmentation du système multilatéral. Et donc, il faut faire attention à ne pas ajouter de nouvelles institutions. Et puis alors, au sein de l'OCDE, l'extrême fragmentation aussi au sein de l'OCDE. Tu as cité, Sylviane, le MOPAN s'occupe plutôt du suivi des institutions multilatérales. Il y a le Global Partnerships pour l'efficacité de l'aide. Il y a maintenant la task force sur le TOST, qui, comme l'a dit Eric, est indépendante du CAD. Il y a le centre de développement. Donc on voit bien que même au sein du système OCDE, on a cette fragmentation. Donc attention à ne pas ajouter à la fragmentation. Sur la comparaison Nations Unies OCDE, moi qui ai travaillé dans les deux, je dirais le CAD a l'avantage que l'ADCD, qui joue le rôle du secrétariat du CAD, est totalement indépendante. Moi, je n'ai jamais vu la moindre pression en 4 ans, y compris quand on portait cette réforme de l'APD. Et les débats au CAD, même si les États membres, bien sûr, sont attentifs à l'impact d'une réforme sur comment on va valoriser leur aide, sont quand même des débats relativement sereins et objectifs. J'ai été aux Nations Unies, je me souviens d'un article fameux de mon ami regretté Inge Kohl, qui avait dit qu'il est impossible aux Nations Unies de débattre sereinement des biens publics mondiaux, dont elle était la grande prêtresse, parce que tout débat est instrumentalisé pour des considérations géopolitiques. Elle était allée même jusqu'à dire qu'il faudrait commencer par supprimer les affaires étrangères aux Nations Unies pour pouvoir aborder sereinement certains sujets. Donc le problème, par exemple, une des questions que je vais aborder, c'est l'éligibilité des pays bénéficiaires à l'aide publique au développement et le fait que la Chine soit toujours éligible. Vous imaginez un débat aux Nations Unies sur l'éligibilité de la Chine à l'APD, mais c'est impossible. Vous allez avoir tout de suite le G77 contre les autres pays. Vous ne pourrez jamais débattre sereinement de ce sujet sur des critères objectifs. Par contre, alors je trouve que le cadre là a un risque d'obsolescence accélérée, parce que je suis quand même très frappé qu'on a à l'OCDE déjà le centre de développement qui, depuis très longtemps, a ouvert son conseil d'administration aux pays en développement. On a, Eric le citait, le forum de haut niveau sur l'érosion de la base fiscale et les transferts de profits qui est très large et qui associe 140 pays. On a maintenant cette task force sur les financements publics totaux du développement qui associe aussi assez largement des pays bénéficiaires et des pays émergents. Et on a le CAD qui reste limité à 32 pays donateurs. Et ça, je pense que c'est un vrai risque pour le CAD s'il ne s'ouvre pas aux pays bénéficiaires, parce qu'on ne peut pas débattre quand même des critères de définition de l'aide publique au développement sans les pays bénéficiaires.
Donc il va falloir faire cette ouverture, et je suis même surpris qu'elle n'ait toujours pas eu lieu. Et c'est peut-être pour ça une des raisons qui fait qu'aujourd'hui on a mis la task force sur le financement public, les financements publics totaux à l'extérieur de la DCD et de façon indépendante pour qu'elle soit plus légitime. Troisième sujet que je voudrais, enfin, question qui, à mon avis, se pose, mais là, je n'ai pas la réponse, c'est effectivement comment faire rentrer plus de nouveaux donateurs dans le CAD et les convaincre de publier leurs statistiques sous une forme standardisée. Parce que le grand avantage du CAD, quand même, c'est que toutes les statistiques des donateurs sont construites sur la même base qui permet les comparaisons internationales. C'est quand même un sacré challenge d'attirer des pays, encore une fois, les grands pays émergents, la Chine, l'Inde, pour les amener à une certaine forme de transparence. Derrière cette question aussi, à mon avis, se pose quand même la question de la liste des pays éligibles à l'APD et au financement public du développement, et notamment au financement concessionnel. Aujourd'hui, comme l'a dit Eric, le critère principal, c'est le revenu par habitant, et on va très loin puisqu'on prend même les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, comme la Chine, avec un seuil qui est quand même au-delà de 12 000 $ de revenus annuels par habitant. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas revisiter cette liste et se cibler, en tout cas pour les financements concessionnels, sur les pays à faible revenu, voire les pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure. Mais quand vous avez la Chine qui est éligible à l'aide au développement, il faut voir la question politique que ça pose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la lutte contre la pauvreté et les inégalités en Chine, c'est la responsabilité du contribuable américain ou européen. Est-ce que c'est soutenable politiquement dans le contexte géopolitique dans lequel on est? Et quand on avait lancé la réforme de l'APD, avec Pierre Jacquet qui avait joué un rôle très important, l'idée de distinguer l'APD classique très concessionnelle et les financements publics totaux non concessionnels, c'était aussi pour faciliter une gradation des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure dans l'autre catégorie des financements non concessionnels et dédramatiser la sortie de la liste d'éligibilité des pays éligibles à l'aide publique au développement. Donc d'où l'intérêt quand même qu'il y ait un suivi global et cohérent à la fois de l'aide publique au développement et des financements publics du développement. Et puis quand même, il y a une question aussi qui se pose toujours sur l'élaboration de cette liste des pays éligibles, c'est est-ce que le revenu par habitant est toujours aussi pertinent ? Moi, je pense à un papier, très bon papier de Sylviane qui distingue dans les finalités de l'aide aussi la question de l'aide à vocation curative et l'aide à vocation préventive. Si vous prenez le revenu par habitant, vous êtes quand même dans une logique très curative. Vous venez compenser le fait qu'il y a de la pauvreté. Si vous prenez d'autres critères, et je pense bien sûr à l'index de vulnérabilité, vous êtes plus dans une logique préventive de vous intéresser aux pays qui ont des handicaps structurels et des fragilités structurelles de développement. Donc je pense que même le cadre devrait peut-être s'intéresser, avancer plus dans cette réflexion sur faut-il dépasser le revenu par habitant et prendre un index de vulnérabilité. Ensuite, il y a la question du périmètre des financements du développement. Et là, il y a deux questions, et j'en finis par là, qui se posent. Il y a toujours pour moi la question de la sécurité. C'est un débat qu'on a eu en 2014. On n'a pas réussi à élargir l'éligibilité de certaines dépenses de sécurité dans le financement du développement. On a vu la situation au Sahel et dans d'autres pays. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Et il faudra qu'un jour, les bailleurs de fonds acceptent de financer des forces de sécurité nationales ou régionales pour qu'on ne se retrouve plus dans la situation présente où, au Sahel, c'est soit une force militaire étrangère, soit une milice privée qui assure la sécurité extérieure parce que les pays ne sont pas en état de le faire. Et puis alors, il y a quand même la question des biens publics mondiaux et notamment du changement climatique. Je voulais quand même dire qu'il y a un sujet redoutable, c'est autant les mesures d'adaptation, pour moi, rentrent complètement dans la logique de l'aide au développement et peuvent être financées avec l'aide au développement. Tout ce qui est mesures d'atténuation, par contre,
Alors là, ça pose un vrai problème. Aujourd'hui, elles sont parfois comptabilisées dans l'aide au développement, alors qu'elles sont au bénéfice de la communauté internationale et qu'elles peuvent même s'opposer au développement ou ralentir le processus de développement. On en parlait tout à l'heure, mais vous coupez les arbres du bassin du Congo, vous allez créer de la valeur ajoutée, de la croissance économique. Mais vous allez rendre encore plus difficile la lutte contre le changement climatique. Donc, des programmes d'atténuation du changement climatique au bassin du Congo ne rentrent pas tout à fait, pour moi, dans la définition de l'APD et devraient, là, être financés par des circuits tout à fait dédiés. Dernier point en conclusion, on a beaucoup parlé d'analyse d'impact et d'évaluation de l'efficacité de l'aide. Moi, c'est un sujet qui m'a toujours mis mal à l'aise, parce que là encore, je pense qu'on reste dans une vision très paternaliste de l'aide au développement, où le donateur est responsable de tout. Donc le donateur, il est responsable de fournir l'aide, il est responsable de sa mise en œuvre, et il est responsable de son évaluation. On a bien vu qu'effectivement, l'aide aujourd'hui est un mode de financement mineur du développement. J'ai été frappé par les chiffres de M. Bello ce matin, qui disait que dans l'Union des Comores, il y avait 80 millions de dollars apportés par la Banque mondiale sur 3 ans, mais il y a 200 millions par an, donc ça fait 600 millions sur 3 ans, apportés par les financements des migrants. On voit bien donc que l'aide est qu'une partie minime du financement des politiques publiques dans les pays en développement. Et si en plus on considère qu'aujourd'hui l'aide transite essentiellement par l'aide budgétaire, est-ce que ça fait encore sens de s'acharner à essayer d'évaluer l'impact de l'aide? Et est-ce qu'on ne devrait pas plutôt essayer d'évaluer l'impact des politiques publiques des pays en développement et de les aider à construire des capacités d'évaluation de leur politique, dans lesquelles on pourrait aussi mettre, pour répondre à une question de Sylviane, une standardisation pour avoir une transparence de l'aide reçue, mais sur des bases harmonisées par les pays, qui permettraient des comparaisons avec les déclarations des donateurs faites au CAD. Mais il y a une question qui est comment on responsabilise aussi les pays en développement. Et pour moi, responsabiliser un acteur, c'est le respecter. Tant que les donateurs continueront à penser qu'ils sont responsables de tout, ce sera une forme d'irrespect vis-à-vis des pays en développement. Je vous remercie. Merci Serge de cette belle présentation, je crois très complémentaire de ce qui a été dit jusqu'ici, avec des points forts qui viennent marquer ton intervention, pas seulement de caractère conceptuel sur la nécessité de ne plus évoquer le terme d'APD, mais également sur le risque d'un trop-plein institutionnel que tu craignais tout à l'heure, la volonté peut-être d'élargir également le nombre de pays, ne pas rester au cadre actuel, mais d'en élargir le nombre de pays, et puis également d'avoir des listes d'éligibilité de l'APD, d'avoir une évaluation d'impact qui soit plus décentralisée, pas seulement le fait du donneur, mais également le regard et l'évaluation faite par lui-même, par le pays bénéficiaire. Sans plus attendre, je vais donner la parole à mon voisin de droite, qui est en l'occurrence Sébastien Treyer, qui est le directeur général de l'IDRI. Merci beaucoup Patrick, et même si c'est un peu tardif dans la journée, à mon tour de souhaiter un bon anniversaire à la Ferdi. Je trouve que c'est important de souligner qu'on ne serait pas là si cette institution ne nous y avait pas rassemblés. Et merci beaucoup Patrick de me passer la parole. En fait, je pense que la transition que je peux essayer de faire, c'est que ce qu'on observe à l'IDRI, c'est notamment toutes les discussions sur la finance climat. Et donc c'est dans la suite de ce que Serge Tomasi vient de dire sur comment on comptabilise la finance climat. Alors effectivement, il y a cette extension du mandat du système de l'architecture financière internationale qui doit s'occuper, comme le rappelait Sylviane, à la fois de développement, de réduction des inégalités, mais aussi de biens publics mondiaux. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu comment on discute dans les enceintes spécifiques sur le climat, la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, de la redevabilité en matière de finance climat. Et c'est à la fois une configuration politique très particulière, et ça résonne pas mal avec ce qu'on vient de dire ici. Donc, mon ambition, c'est de raconter un peu ça, pour ramener ça dans le débat plus générique que vous avez indiqué, comme si on pourrait en fait avoir des leçons à apprendre de ce côté-là. Un des enjeux clés, c'est que ce qu'on comptabilise à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, pour les pays récipiendaires, le Sud, le G77, dans cette configuration-là, il faut que ça soit additionnel
Et donc ce qu'on compte ne doit pas être déjà comptabilisé par ailleurs dans l'APD. On ne doit pas déshabiller l'APD pour faire du climat. C'est extrêmement important dans cette question-là. Ça peut amener à des paradoxes aussi, hein, et notamment parce qu'une des choses qu'on travaille à l'IDRI, c'est d'essayer de montrer qu'il y a des trajectoires de développement économique des pays qui sont compatibles avec le respect des accords de Paris, mais qu'on n'est pas de l'accord de Paris et qu'on n'est pas dans une opposition. Alors, le premier point, j'ai 3 points hein, dans la discussion sur qu'est-ce qui se passe dans le cadre climat. Le seuil des 100 milliards, qui a été un objet de débat politique très important. Je vais dire de quoi je parle, hein, parce que ce n'est pas forcément connu de tout le monde. La question de la multiplication des fonds ad hoc dans la gouvernance du développement durable, qui à chaque fois se discute à ticket de 100 milliards en ce moment. À chaque fois, on ajoute 100 milliards de plus dans une autre poche. Je vois William Ross ici qui reçoit ces demandes et qui se dit comment je vais, où sont mes poches, sont-elles assez pleines? Pardon, William, c'est sûrement pas comme ça que vous réagissez, mais reçu par les pays du Nord, c'est aussi une logique de prolifération, à la fois de fragmentation, comme vous le soulignez, et je vais revenir là-dessus. Et puis mon troisième point, ça sera de regarder aussi une manière de répondre à la question à la fois de l'efficacité de ce qu'on fait et de plutôt tenir compte des besoins des pays plutôt que de la quantité que les pays du Nord amènent, qui est autour des country platforms. L'objet, les Just Energy Transition Partnerships, l'idée de focaliser sur des pays en particulier, et ça pose des questions redoutables de redevabilité sur lesquelles je veux revenir. Rassurez-vous, je vais essayer d'aller vite sur chacun des 3 points. Il faut que je laisse la place aux autres intervenants aussi. La question des 100 milliards, c'est qu'en 2009, à la conférence de climat de Copenhague, les pays du Nord se sont engagés qu'à partir de 2020, il y ait des flux financiers du Nord vers le Sud d'au moins 100 milliards par an. Le problème du suivi de tout ça, c'est qu'en fait, l'OCDE fait un travail, à mon avis, tout à fait crédible. La légitimité est un peu questionnée pour la forme, mais en fait, il est très crédible. Mais la diligence des pays à fournir le résultat fait qu'on a le résultat que 2 ans après coup. Et donc aujourd'hui, à la COP 28 à Dubaï en 2023, on a pu montrer qu'en 2020, on était à 80 milliards sur 100, qu'on était à 90 milliards sur 100 en 2021, et que donc probablement, entre 2022 et 2023, on avait atteint le plancher qu'on devait atteindre en 2020, mais on n'en avait pas la preuve. Et donc d'un point de vue de la négociabilité, cet élément-là est en fait extrêmement symbolique. Le chiffre des 100 milliards vient d'un rapport de Nick Stern que lui-même considère comme ayant été un ordre de grandeur tout à fait symbolique, en nombre de zéros plutôt qu'une évaluation chiffrée. Mais ce poids dans la négociation, ne pas avoir la preuve qu'on a atteint ça, est un énorme caillou dans la chaussure des pays du Nord, et qui ajoute à la rhétorique tout à fait justifiée de « vous ne tenez jamais vos promesses ». Ce qui est faux, mais c'est comme ça que c'est... Enfin, ce qui est probablement faux, mais on n'a pas les moyens de dire le contraire. Donc ça, c'est un point qui me semble très important, de pouvoir réfléchir comment est-ce qu'on pourrait aider l'OCDE à être encore plus rapide. Ça aiderait au moins, en tout cas, à pouvoir sortir d'un espèce d'étau symbolique d'un point de vue politique. Et le problème qu'on a vu quand même, c'est que dans ces 100 milliards, plus de 80% étaient publics, donc en termes d'effet de levier, c'est bizarre. Je parle devant Eric David qui saura sûrement démentir la manière dont j'interprète les chiffres. Mais en tout cas, c'est pas très. Il fallait sûrement pas remplir ces 100 milliards avec de l'argent privé, parce que sinon on n'est plus dans la logique de dire que faites-vous, vous, contribuables du Nord. Et en même temps, ça pose des questions sur la suite. Et puis la part de l'adaptation n'est pas en croissance dans ces 100 milliards. Donc il y a des éléments qui demandent à être regardés à l'intérieur des 100 milliards. C'est ça que j'essaye de souligner. Et donc on va avoir d'ici Bakou, la COP 29 à la fin de l'année, une négociation très importante sur quel est le prochain plancher à partir de 2025. Il faut que Bakou arrive à se mettre d'accord sur quel est ce prochain plancher. Est-ce qu'on va d'ailleurs faire du rattrapage sur les années 2020-2021 où on n'était pas au plancher promis de 100 milliards. Et les premiers chiffres qui ont été mis sur la table par les pays du Sud, c'est à partir de 2025, essayons d'imaginer un plancher à 500 milliards. Donc on est un peu quand même dans la surenchère. De quoi parle-t-on? Et surtout, ce qui me semble très important, c'est que dans cette négociation, on va peut-être un peu descendre aussi à l'intérieur de ce chiffrage pour se dire de quoi on a besoin en matière d'adaptation, et donc des chiffres qui sont plus utiles d'un point de vue de la réalité de ce qui est financé. Et surtout, comme je crois Serge l'a souligné, on parle des 100 milliards qui sont un engagement qui date de 2009, un chiffre issu d'un rapport de Nick Stern. Nick Stern a produit un autre rapport qui dit, en fait, si on est plus sérieux en termes de développement, de pertes et dommages, d'adaptation, d'atténuation, de protection de la biodiversité, les besoins sont de l'ordre de 2000 milliards,
dont la moitié au maximum pourrait être couvert par des ressources domestiques. Et donc par rapport aux 100 milliards, le besoin est plutôt de 1000 milliards. Là encore, c'est un jeu sur les zéros, c'est pas un chiffrage complètement exact. Mais ce qui m'intéresse, c'est que donc on est dans cet enjeu assez compliqué de dire en termes de besoins réels, qui devrait être comptabilisé peut-être dans le TOSDI plutôt que dans l'APD, c'est de l'ordre de 1000 milliards. En revanche, les pays du Sud ne sont pas prêts à lâcher l'autre catégorisation qui est combien, au minimum, vous vous engagez à mettre en argent public qu'on pourrait comptabiliser selon l'OCDE, sachant que les 1000 milliards, ça serait plutôt tout un ensemble de flux beaucoup moins facile à comptabiliser. Donc vous voyez, on est pris entre une évaluation réelle des besoins et puis des chiffres un peu symboliques qui cherchent à donner de la pression politique sur les pays du Nord et aussi probablement aussi à travers cette pression politique des pays du Nord, la pression politique dans les opinions publiques du Nord pour dire il faut bien qu'on tienne nos engagements. Et donc il y a aussi ça dans les chiffres symboliques, hein. Ils sont pas inutiles. Mon deuxième point sur la multiplication des fonds ad hoc, le fonds sur les pertes et préjudices, l'évaluation est au moins 100 milliards, le fonds sur la biodiversité au moins 100 milliards, le fonds sur les plastiques, on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Et donc on est en train d'accumuler des demandes qui sont complémentaires à l'APD normalement, toutes adressées à des nouvelles poches dans lesquelles les pays du Nord doivent mettre des financements. Il y a quelque chose qui ne tient pas du point de vue de la négociation et c'est pour ça qu'on est obligé, à mon avis, d'un point de vue au moins stratégique, de passer par le sommet de Paris qui dit en fait c'est pas à coup de 100 milliards dans des nouvelles poches supplémentaires qu'on va résoudre les problèmes. Il faut passer à un autre niveau dans la réforme des institutions financières internationales pour adresser le problème des 1000 milliards plutôt qu'une série de 100 milliards par-ci et 100 milliards par-là. Ça me semble tout à fait justifié de réfléchir plutôt comme ça. Et ce que disent beaucoup de pays du Nord, c'est qu'en fait, ces poches de 100 milliards, on n'a pas d'évaluation correcte des besoins. Sur la biodiversité, les évaluations des besoins sont très mal faites. Elles sont importantes parce qu'elles donnent un ordre de grandeur, mais elles sont très mal faites. Et une des premières choses à faire, c'est d'investir pour que les pays puissent faire leur plan national de financement de la biodiversité. Et d'ailleurs, beaucoup de pays du Sud sont assez... on avait travaillé avec pas mal de pays francophones d'Afrique sur... en fait, oui, la première chose à faire, c'est de pouvoir estimer ses besoins et de voir quelle partie pourrait venir de mécanismes financiers avec la finance domestique avant d'aller chercher la finance internationale. Donc cette partie de l'évaluation des besoins est absolument centrale. Ce que je veux rapporter de cette multiplication des fonds, c'est quand même aussi des choses qui ont bougé par rapport à ce que vous dites ici, de ce qu'on a dit de manière plus générale jusqu'à maintenant. Les Émirats arabes unis ont mis 100 millions, je rechange encore d'une échelle de zéro, 100 millions dans le fonds sur les pertes et préjudices, c'est-à-dire autant que l'Allemagne, qui est un des plus gros contributeurs. Je regarde Clarisse pour ne pas me tromper, j'espère que je suis à peu près dans les ordres de... Enfin, pardon, c'est pas pour que vous me corrigiez absolument, mais au bout d'un moment, les zéros, j'ai peur de me tromper, mais je crois que c'est à peu près ça. Et donc les Émirats arabes unis, tout à coup, eux, ont été pour la première fois, ils ont accepté de se mettre dans la boucle d'un fonds de ce type-là, et donc on devrait les en tenir comptables. Et donc tout à coup, ils pourraient rentrer dans cette mécanique-là, et je trouve que c'est très attendu par les pays du Nord dans cette discussion de tous les fonds sur le développement durable, d'enfin dire que, par exemple, sur les plastiques, si on fait un fonds, la responsabilité historique n'est pas, principalement, les plastiques qu'on trouve dans l'océan, des pays occidentaux, beaucoup viennent des pays asiatiques. Et donc, en termes de responsabilité commune mais différenciée, il serait logique que la Chine contribue, que l'Indonésie contribue. Mais vous voyez que c'est difficile à prendre parce qu'on est beaucoup dans l'optique G77 plus la Chine contre le reste du monde. Mais on a eu quelques ouvertures là, et notamment les Émirats, que moi je n'attendais pas sur ce volet-là, ont mis dans ce fonds pertes et préjudices. Et donc le problème, c'est qu'avec cette multiplication des fonds, et je rejoins ce que disaient Sylviane et Serge, ça pose un problème de lisibilité de cette redevabilité. On ne sait plus exactement comment on va suivre l'ensemble de ces fonds. C'est vraiment pas facile, et notamment c'est pas facile en termes de fair share, c'est-à-dire quels sont les pays du Nord qui font leur boulot. Souvent, on a envie de dire que les États-Unis sont quand même pas à la hauteur de ce qu'ils contribuent, contrairement aux pays européens. Et ça aussi, c'est des éléments de redevabilité qui sont importants à prendre en compte et qu'on a du mal à comptabiliser quand on est aussi fragmenté. Je vois que j'ai déjà trop parlé et je veux juste souligner que une des manières de répondre à l'ampleur des besoins sur le financement du climat, d'un financement du développement aligné avec les objectifs climatiques, ça a été de dire en fait, on a quelques gros pays où il faut faire la différence. Par exemple, ceux qui ont un énorme système, les grands pays émergents qui ont un système énergétique très dépendant du charbon. Et on va faire le paquet en concentrant l'argent des bailleurs dans ce qu'on appelle un Just Energy Transition Partnership. C'est assez compatible avec ce que racontent les rapports sur la réforme de la Banque mondiale et du Fonds
NK, Singh et Stern et Songwei sur des country platforms. Donc essayons de concentrer l'argent des bailleurs sur des programmes d'investissement à long terme. Le rapport Stern, Songwei, Bhattacharya pour la COP Climat dit à peu près la même chose. Et donc essayons de concentrer autour de ça. Ça pose des questions de redevabilité qui sont très problématiques quand on ramène ça à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, où les pays du Sud disent « mais attendez, vous êtes en train d'allouer la priorité en fait au problème du climat, là où il y a le plus de chances d'essayer de réduire des gros émetteurs, des bombes climatiques que sont les usines de charbon indonésiennes ou sud-africaines. Alors qu'en termes, si on faisait la priorité par quantité par les besoins de financement pour résoudre des problèmes climatiques, peut-être que ce serait le Malawi qui viendrait en premier et pas l'Indonésie et l'Afrique du Sud. Et donc comment sélectionnez-vous ces JETP? Quelle est la doctrine qui vient après les 4 JETP, Just Energy Transition Partnership, sud-africain, indien, indonésien, l'Indien ne marchera pas, vietnamien et sénégalais. Est-ce qu'il y a une logique derrière d'allocation, de redevabilité? Enfin, comment tout ça va être comptabilisé? Et je pense que ça, c'est assez problématique. Les JETP sont intéressants pour moi parce qu'on a là déjà, c'est difficile d'être redevable de ce qu'on a promis à l'Afrique du Sud, et c'est important de les suivre en tant que tels. Et donc, ils permettent d'être mieux à l'articulation entre les promesses des bailleurs et les promesses des bénéficiaires. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on se promet à soi-même quand on est l'Afrique du Sud? Mais ensuite, pour remonter ça dans la conversation générale qu'on a, qui est où est-ce que globalement la communauté internationale alloue ses supports financiers, ça pose énormément de problèmes. Donc voilà ce que je voulais rajouter pour dire qu'il y a des ouvertures et des leçons à tirer de cette finance du climat. Merci beaucoup Sébastien. Je crois que tu as convaincu tout le monde que les 100 milliards n'étaient que symboliques. Qu'il faudra aller bien au-delà pour financer tous les problèmes liés au climat et au développement durable. Je retiens surtout de ton intervention le premier point qui a été celui donc de ton introduction, ne pas déshabiller l'APD pour faire du climat. Je crois que c'était un point sur lequel Patrick Guillaumont avait particulièrement attiré l'attention lorsqu'il a fait sa présentation. Donc je vais de ce pas passer la parole à Kerfela Yansané. C'est un plaisir pour moi. Kerfela Yansané a été ministre des Finances et gouverneur de la Banque centrale de Guinée et membre du comité des politiques de développement des Nations Unies. Je lui donne la parole donc pour une dizaine de minutes. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Et je voudrais m'associer aux collègues pour féliciter Sylviane pour son exposé très, très riche et très complexe. Je pense que la raison pour laquelle les pays africains eux-mêmes ils protestent, c'est justement parce qu'il n'y a pas de transparence dans la comptabilisation de l'aide. J'ai vu des chiffres récemment où le soutien à l'Ukraine est comptabilisé dans l'aide publique au développement. Alors ça pose problème. Nos pays se disent on déshabille les pays africains pour habiller l'Ukraine. Et là, je pense qu'il y a un problème. Alors, donc, cette première question, je crois qu'il faut la fouiller. Et je suis quand même étonné que jusqu'à présent, on n'ait pas pu clarifier ce problème de comptabilisation, parce que moi, j'étais à Kinshasa dans les années 2009-2010, et où Jean-Louis Sarbib était venu proposer un logiciel, qui permettait de pouvoir entrer dans la comptabilité publique nationale toutes les aides qui venaient sous différentes formes. Et à l'époque, les Nations Unies avaient une force de maintien de la paix qui était là-bas, qui coûtait 2 milliards. Tout cela était comptabilisé dans l'aide publique au développement. Donc, c'est quand même étonnant que, est-ce que c'est délibéré qu'on ne veuille pas voir la transparence, ou c'est pour des considérations politiques non avouables, mais il y a cette interrogation que nous nous posons dans les pays en développement. Et je souscris à la nécessité de ne pas multiplier les institutions, parce que je pense que c'est déjà très, très complexe. Mais il est important, comme M. Thomas l'a dit, de responsabiliser un peu plus les pays. Je ne sais pas quel terme retenir, parce que j'ai vu dans
différentes notes de l'OCDE qu'on ne veut plus parler de bénéficiaires. Et, bon, alors, pays partenaires, peut-être. Alors, l'autre aspect pour lequel les pays en développement ne sont pas rassurés, c'est l'évaluation par les pairs qui est effectuée au sein de l'OCDE entre soi et avec des critères qui relèvent plus de la sémantique que vraiment de l'évaluation. Parce que là, j'ai retenu quelques éléments ici où on parle d'éléments comme pertinence. Après la pertinence, on parle d'opportunité. Après l'opportunité, on parle d'impact. Après l'impact, on parle de viabilité et de durabilité. Et ensuite, on parle d'efficacité. Alors, je ne sais pas quelle est la différence entre efficacité et impact. Donc, les pays africains se disent, mais on veut nous rouler dans la farine. Et il semblerait que dans ces évaluations par les pairs, c'est les pays membres qui s'évaluent entre eux, et ensuite, ils envoient des délégations dans les pays africains, enfin dans les pays bénéficiaires pour demander leur avis, mais avec des critères de ce genre-là, on n'y comprend rien du tout. Lorsque vous allez demander à un Malien quelle est la différence entre opportunité, et pertinence, efficacité, impact, donc je pense que c'est quand même un problème. Et ça me rappelle un peu les problèmes que nous avons eus au MAEP, au mécanisme africain d'évaluation par les pairs. On s'est lancé dans des domaines d'évaluation extrêmement complexes, avec des dizaines, des centaines de critères, et alors qu'on avait affaire à des parties prenantes très, très variées, M. Konaré à droite, M. Obasanjo au milieu, M. Wade à l'autre côté, qui est un homme de nuances, sans parler de Thabo Mbeki, sans parler des ONG. Donc, je pense que ce fait que non seulement les chiffres ne sont pas transparents, mais l'évaluation qui est faite entre les pays de l'OCDE également n'est pas très transparente, je pense que ça pose problème. Alors, quelles sont les questions qu'on doit se poser en matière d'aide? À quoi sert l'aide? À quoi sert l'aide? Et est-ce que l'aide répond aux besoins des pays concernés? Et est-ce que l'aide aide ces pays à résoudre leurs problèmes et aussi à sortir de la dépendance de l'aide? Donc cela veut dire que non seulement il faut donner le poisson, mais il faut aussi aider les pays à savoir eux-mêmes pêcher le poisson pour qu'ils puissent à terme se passer de l'aide. Et tout cela n'est pas clair. On a le sentiment qu'on veut maintenir les pays dans la dépendance de l'aide. Alors, comment en sortir? Il faut donc, comme vous avez dit, associer, responsabiliser les pays du Sud à toute évaluation qui se fait. Est-ce qu'il faut créer de nouveaux organes dans lesquels ils seront présents? Pourquoi pas? Mais encore une fois, je pense qu'il faut être extrêmement prudent pour la multiplication des organes qu'on pourrait créer. Donc, nécessité de transparence, nécessité de responsabiliser pour que les pays du Sud aussi sachent exactement c'est quoi l'aide. Parce que lorsque tous les chiffres sont alignés, on se rend compte que finalement, on y met un peu de tout. Donc, la définition du contenu de l'aide, je pense, est extrêmement importante. Merci beaucoup, Kerfella. Donc la conclusion est là, associer les pays du Sud dans l'évaluation de l'aide. Je crois que c'est le point principal de ton intervention, le point auquel nous sommes sensibles. Last but not least, je vais donner la parole à mon voisin de gauche, qui est en l'occurrence donc le directeur de la recherche de la chaire Sahel, mais qui a été aussi, et on ne peut pas l'oublier, Premier ministre du Burkina Faso. Bien, merci beaucoup. Alors,
toujours un avantage de parler le dernier, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne vais pas revenir, surtout suite à l'intervention de Sylviane. C'est des questions sur lesquelles nous avons travaillé ensemble. Naturellement, dans tout ce que Sylviane a dit, je m'y reconnais, je m'associe. Mais je vais quand même me mettre du côté vraiment du bénéficiaire, entre griffes. C'est comme j'ai dit ce matin, chacun connaît son marigot. Je connais le marigot du bénéficiaire, je me mets de ce côté. Et peut-être toucher quelques principes et tirer des conclusions. Nous sommes en train de parler de redevabilité des engagements. Et là, nous parlons des flux financiers. Mais il est très clair qu'il y a des principes et il y a des vertus de la redevabilité. On ne peut pas échapper à ces principes et à ces vertus et croire qu'on fait de la redevabilité. Premièrement, la redevabilité ne se décrète pas seule. Pour qu'il y ait redevabilité, il faut qu'il y ait au moins 2 parties. Et ce qui est important, c'est que ces 2 parties travaillent dans la transparence, savent qui est responsable de quoi et devant qui. Mais lorsque nous regardons au niveau de la coopération au développement, et c'est ce qui est ressorti de l'exposé de Sylviane, cette redevabilité, vous avez reçu de l'argent, vous devez nous dire qu'est-ce que vous avez fait de l'argent, mais c'est comme si on est seul à fixer la redevabilité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est clair que les pays bénéficiaires, et c'est un exercice que nous avons eu à faire, très peu connaissent qu'est-ce qu'ils ont reçu. C'est celui qui donne, qui dit « oui, je t'ai donné tant. Qu'est-ce que tu as fait ?» Mais écoutez, non, les choses ne peuvent pas se passer comme ça. Donc, on ne peut pas être dans un cadre de redevabilité lorsqu'on décrète seul « voilà ce sur quoi je veux que tu me rendes compte ». Donc, ce premier principe-là et cette vertu, elle n'est pas respectée. Il faut qu'on voit comment on sort de cela. Le deuxième principe et la deuxième vertu de la redevabilité, c'est que la redevabilité ne peut pas être ponctuelle, elle ne peut pas être sélective. Je ne peux pas choisir qu'il y a redevabilité sur tel aspect, sur tel autre aspect. Pourquoi je dois être redevable sur l'argent que tel bailleur de fonds me donne et je ne suis pas redevable sur l'argent de mon propre contribuable que j'utilise. Ça ne le regarde pas. On ne peut pas être sélectif dans la redevabilité. La redevabilité demande qu'on mette en place, comment je dirais, un système global qui gouverne toute la relation et qui dit qui est responsable de quoi et devant qui il est responsable. Là, quelquefois, on sent que c'est sélectif, quelquefois, c'est ponctuel. Troisièmement, il y a un principe et une vertu qui me semble cardinale dans la redevabilité, si on ne peut pas faire seul la redevabilité, si on doit être 2 et qu'on doit se demander des comptes, c'est que je dois savoir exactement qu'est-ce que tu veux faire. Donc, la redevabilité amène à plus d'appropriation. L'autre sait pourquoi il donne, pour qu'est-ce qu'on doit faire. Alors que lorsqu'on regarde tout ce qui se passe, jusqu'à présent, ce système n'a pas créé ce type d'appropriation. Et ça nous amène à nous poser la question principale, qui est celle que le ministre Kerfala a posée et que Sylviane a posée. À quoi sert le financement du développement? À quoi sert l'aide? Si nous répondons à cette question, nous allons comprendre comment la redevabilité doit se faire. Est-ce que l'aide
sert à un besoin exprimé par le bénéficiaire qui attend qu'on vienne combler ce besoin, et l'aide est formulée de telle façon que ce besoin est satisfait. Même si on doit passer par un gouvernement, c'est le bénéficiaire qui exprime son besoin. Et on sait qui est responsable, il doit rendre compte de quoi. Est-ce que nous sommes vraiment dans ce contexte où il y a une adéquation entre le vrai besoin exprimé, qui doit être couvert, et la nature de l'aide qui va pour satisfaire ce besoin, pour qu'on demande une redevabilité? Je crois que ça, c'est des questions qu'on a eu à discuter quand on préparait le sommet. Aujourd'hui, le sentiment est là, et je crois que si on ne s'appuie pas sur ça, les avancées vont être difficiles. C'est quoi la situation? C'est vrai, aujourd'hui on a le cadre qui fait du très bon travail. Mais acceptons que ce sont les Occidentaux qui ont fixé le cadre et les mécanismes de fonctionnement. C'est eux. Mais si c'est eux qui ont fixé, à quelle fin? Pour financer des gens qui n'ont pas été partie prenante à ça. Et nous voyons le développement aujourd'hui qui a été rappelé par Tomasi. Vous voyez, les BRICS aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est une réaction pour contester la légitimité du cadre. Et aujourd'hui, les BRICS comptent pour 40% dans l'aide publique au développement. On ne peut pas l'ignorer. Ils comptent pour 40% dans l'aide publique au développement. Mais lorsque vous regardez tous ces chiffres qui sont donnés sur l'aide publique au développement, mais il y a très peu de tout ce que ces gens font. Le deuxième élément, et c'est ça l'élément de fond qui fait que lorsqu'on veut parler de quelle institution, je ne sais pas quelle réponse donner, parce que le cadre et les Occidentaux, avec le temps, ont habillé toute l'aide de conditionnalité qui ressemble plus à des vertus, à des types de civilisation qu'il faut mettre autour pour que l'aide puisse être délivrée. Et les autres ont compris le jeu. Ils ont compris le jeu, et je pense que quelqu'un l'a exprimé ici, lorsque vous regardez un peu nos pays, depuis 2000, les pays, les Occidentaux, ont négligé le financement de tout ce qui est infrastructure pour aller vers les biens publics, tout ce qui ne pollue pas, tout ce qui est vert. Mais lorsque vous regardez de l'autre côté, ils savent que le besoin pour le développement, le besoin de financement du développement se trouve dans ces secteurs. Et ce sont ces secteurs qu'ils financent. Donc, du coup, aujourd'hui, si nous voulons revenir à la raison, je dois dire, je ne suis pas convaincu, même avec le TOSD qu'on a mis en place, et peut-être que Tomasi peut faire des commentaires, je ne suis pas convaincu que les BRICS acceptent de collaborer et de déclarer. Les avancées sont très faibles. Donc, dans leur tête, il s'agit de dire non, de contester la légitimité du cadre, de créer un système parallèle. Malheureusement, et je crois que ça a été dit par Sylviane, nous assistons aujourd'hui, même ce système qui semblait homogène, un interlocuteur à qui on parlait, on a une fragmentation de l'aide. Et la fragmentation, elle a pour risque, c'est l'inefficacité, la fragmentation. La fragmentation, c'est le bafouement de la légitimité. Et plus de fragmentation affaiblit plus le mécanisme aujourd'hui de coordination de l'aide. Donc, oui, nous avons besoin de réfléchir à, comme on l'a dit, à une structure. Sylviane a fait 2 ou 3 propositions, mais je vois Patrick me regarde, pour ne pas être très long, le vrai problème, pour moi, ne se situe pas à ce niveau. Le vrai problème se situe au niveau des pays bénéficiaires.
Il faut habiliter les pays bénéficiaires à savoir qu'est-ce qu'ils ont reçu, qu'est-ce qu'ils n'ont pas reçu, de quoi ils doivent répondre devant leur population. Quelqu'un a parlé du gateway que voilà, les Sarbibes, un peu sous couvert de la Banque mondiale, ont vendu. Ça marche où? Ça ne marche nulle part. Aujourd'hui, nous devons faire en sorte que les pays bénéficiaires puissent retracer l'aide, s'asseoir. C'est là qu'on crée un vrai dialogue. C'est là qu'on crée un vrai sens de la redevabilité. Et les mots de transparence vont ressortir, les mots de participation, comment on fait participer les populations vont ressortir, et les mots d'efficacité vont ressortir. Donc oui, nous avons un système qui existe aujourd'hui, mais qui n'a respecté aucun principe qui permet à tout le monde de l'accepter. Nous avons un système parallèle qui a sorti sa tête de l'autre côté, et croyez-moi, il n'a pas sorti sa tête pour la baisser. Donc, c'est très bien que nous réfléchissons et que nous voyons d'abord la finalité de l'aide publique. Si la finalité de l'aide publique, c'est pour résoudre des questions locales à la base, et Sylviane l'a dit, regardons comment l'aide est canalisée vers les problèmes qu'il doit résoudre, et nous sommes convaincus que de plus en plus, on va assister à plus de redevabilité. Merci. Merci beaucoup, Tersus. Je te regardais par simple intérêt par rapport à ce que tu disais. Est-ce que nous avons le temps d'une question? Il y a des gens qui veulent partir, peut-être. Voici. Chantal. Merci beaucoup pour une discussion très riche. J'aimerais essayer à répondre aux deux questions que Sylviane a soulevées. C'est sur l'institution et l'éclairage. Et à mon avis, il faut séparer ces deux. C'est-à-dire, l'institution que nous cherchons, c'est vraiment une institution qui puisse collecter une base de données qui est fiable. C'est juste les données. Et pour ça, je me demande, peut-être il faut tenir des leçons des institutions comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire et les Nations unies et les OMC, qui ont l'expérience de collecter les bases de données des différentes bases de données. Par exemple, le département de statistique de la Banque mondiale collecte les données sur le PIB de chaque pays, de chaque année, et aussi les enquêtes de consommation de ménage. Et ce qui est important, c'est nous recevons, quand j'étais là, nous recevons les données par les pays, par exemple sur leur PIB, mais on fait des tests de vérification. Et ça, c'est qui est important, parce qu'il y a souvent un problème que les données que le pays nous a envoyées n'est pas fiable. Mais il y a ce processus de triangulation. Et je crois que ça, c'est ce que nous devons faire avec l'aide. C'est de collecter des données par tous les pays, mais avoir une institution qui fait les tests de vérification. Et surtout pour l'aide, c'est de comparer le pays recevant, les données au pays recevant par rapport à ce qu'on appelle les miroirs, n'est-ce pas, Jim? Oui, en commerce, on fait ça avec les exportations et les importations. Donc, et le deuxième, maintenant je reviens à la question de redevabilité. Je crois que une institution existante, c'est-à-dire comme la banque ou le Fonds monétaire ou l'OMC, collecte ces données, fait tous les tests de vérification et le publie.
et le publie transparentement à tout le monde, dans un site web ou quoi. Et ça, c'est la redevabilité, parce que maintenant, tous les citoyens du monde puissent faire l'analyse pour vérifier est-ce que les bénéficiaires sont vraiment les bénéficiaires de cette aide, est-ce que l'aide arrive où il doit arriver. Et je veux dire, quand nous parlons de redevabilité, c'est la redevabilité aux citoyens des pays recevant, pas les gouvernements. Souvent, souvent c'est un problème. Je me rappelle, il y avait une fois en Tanzanie qu'il y avait un ONG tanzanien qui a critiqué le programme d'éducation en Tanzanie. Et le Premier ministre a dit, je ne vois pas quel est le problème. Les bailleurs de fonds sont très contents avec notre programme d'éducation. Donc, ça c'est le vrai problème. Donc, je crois que les questions tout ça peut être réglé par les chercheurs, par les analyses, avec ces bases de données. Donc, j'arrête là. Merci. Je crois Patrick... Jim. Deux points très rapides. D'abord, je voudrais remercier Sylviane, tu es toujours très claire. Ton exposé est excellent et tu as bien mis le point sur quelque chose d'important. Et je voudrais revenir à Serge Tomasi qui a dit le mot aide devrait sortir du vocabulaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, les flux que l'on observe aujourd'hui, et ça avait déjà été noté longtemps quand on disait aide et migration sont des substituts, il y a bien longtemps, c'est que nous, les pays à partir desquels il y a des flux vers les pays à un niveau de revenus plus faible, étant donné le changement climatique, c'est nous qui en avons bénéficié, parce qu'il y aura moins de pression migratoire. Donc ça, c'est extrêmement important. Et sur Sébastien, je crois qu'il n'y a pas que le réchauffement climatique, il le sait bien mieux. Et je crois que toujours parler que du réchauffement climatique, on oublie tous les autres défis, notamment sur une économie circulaire, sur la biodiversité. Ça, c'est important, parce que quand ça va se réchauffer, il y a certains pays qui vont en bénéficier. Ce que je propose, c'est de laisser la parole peut-être à Patrick. Le temps nous était compté et je crois que nous sommes passés au-delà du petit quart d'heure supplémentaire que nous étions donnés. Bon, remercier, je suis désolé, parce que je ne voudrais pas, je dirais, prendre le temps de parole que les panélistes auraient voulu pour répondre. Tu veux peut-être répondre? Non, je pense que tout le monde avait envie de parler. Est-ce qu'on peut prendre un quart d'heure de plus, alors Est-ce que tu penses que les panélistes eux-mêmes veulent... Non, mais je dirais quelques mots de synthèse à la fin. Non, je ne veux pas vous priver. Je vois le problème, c'est que je prends la parole à côté, à la place de Sylviane, elle n'est pas contente. Alors... Non, mais tu comprendras quand même, Patrick, tu ne peux pas refuser la parole à Sylviane. J'aurais aimé réagir à quelques réflexions. Bon, tu as dit qu'il fallait abandonner le vocable aide au développement. Bon, moi je voudrais dire quand même que dans le langage courant, aider quelqu'un, c'est pas un gros mot. Hein. Donc, mais qu'on parle de coopération internationale ou de partenariat global, pourquoi pas, j'aime autant. Simplement, le problème n'est pas tellement la sémantique. Le problème, c'est de changer les comportements des bailleurs, hein, qu'ils soient plus respectueux de ceux qu'ils aident, j'ai employé le mot aide, qu'ils soient plus respectueux de ceux qu'ils financent, n'est-ce pas, et qu'au fond, ils abandonnent un peu leur orgueil. Hein. Voilà, c'est plus important. Ceci dit, c'est important aussi de changer le contenu des flux pour le développement.
et notamment ce que tu as dit sur l'importance de la sécurité, c'est très important. Il faut absolument que dans l'aide au développement, il y ait le financement de la sécurité, parce qu'il n'y a pas de développement sans sécurité, n'est-ce pas? Et ça a été un de nos grands combats d'il y a 3-4 ans pour le Sahel, justement, c'est le financement à la fois de la sécurité et du développement. Alors, je voudrais réagir quand même à l'histoire des 100 milliards, hein, parce que insister sur le fait qu'il faudrait les augmenter au-delà, etc., c'est très intéressant. Mais est-ce que, au fond, les 100 milliards, c'est une vraie escroquerie, cette histoire-là, hein? Parce que au Congrès de Paris, on avait décidé, on s'était entendu pour qu'il y ait 100 milliards pour le climat, en plus de l'aide au développement. Et qu'est-ce qu'a fait l'OCDE? L'OCDE, elle s'est contentée de prendre l'ensemble des flux pour le développement et de regarder ce qui était 100% pour le climat, ce qui était 50%, etc. On additionnait tout ça, on arrive à 80, puis 100 milliards. Mais on ne sait absolument pas s'ils sont en plus de l'aide au développement. Or, c'était ça la vraie question. Et moi, ça m'a toujours beaucoup choqué, cette histoire des 100 milliards. Donc je voulais vous dire ça. Je voulais aussi réagir à la question de l'évaluation par les pairs. Ça, c'est très important. Dire qu'il y a l'évaluation par les autres bailleurs, c'est peut-être pas si intéressant. Ce qui serait plus intéressant, évidemment, c'est d'avoir une évaluation par les bénéficiaires. Et alors, je voudrais rappeler que quand nous avons créé la chaire architecture de financement, chaire Sahel, nous avons, dans notre deuxième programme, prévu que nous ferions faire des études par les experts du Sud sur les projets financés et en particulier, qu'est-ce qu'ils pensent des évaluations qui sont faites par les organismes eux-mêmes. Et ça, c'est une partie de notre programme que nous n'avons jamais arrivé à financer. Parce que quand nous sommes adressés à la plupart des organismes, leur réponse était « Ah, mais nous, on sait très très bien évaluer. Donc, on n'a pas besoin d'avoir encore d'autres évaluations. » Et pourtant, c'est très important d'avoir l'évaluation des bénéficiaires. Sinon, c'est ça une partie de la redevabilité. Et puis enfin, en écoutant Tertius, je me suis dit qu'il y avait une grande relation entre la redevabilité et la conditionnalité de l'aide. Alors, vous ne savez peut-être pas que Tertius a été le grand porteur de l'idée qu'il fallait modifier la conditionnalité, en faire une conditionnalité de résultat. Ça a été vraiment une défense de cette idée très, très importante il y a de très nombreuses années déjà, et on n'y est pas tellement arrivé. Or, vraiment, si on avait une conditionnalité de résultat, c'est-à-dire si on disait, bon, on va donner de l'aide au pays, mais on va regarder si la mortalité infantile a diminué, etc., enfin, toute une série d'indicateurs de fonds de développement, et non pas si tel ou tel projet d'éducation, santé a marché, mais est-ce que ça a eu des effets fondamentaux? Au fond, le problème de la redevabilité, il serait résolu. Hein? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Non, nous, on n'a plus rien à dire. Mais j'ai accroché le truc à mon écharpe, je ne pouvais pas le décrocher. Oui, en parlant de redevabilité, je voudrais quand même faire ressortir le problème de l'opinion publique dans les pays donateurs. Et cette question avait été posée de manière caricaturale dans les années 50-60 sous le terme de la Corrèze ou le Zambèze. Bon, alors, récemment, je crois qu'il y a un député français qui a dit la Corrèze et le Zambèze, parce qu'il a compris le lien qu'il y a entre la France et les pays africains. Alors, est-ce que des efforts sont faits justement pour bien expliquer ce lien et qui puisse expliquer à quoi sert l'aide? Ce n'est pas seulement pour les pays du Sud, mais c'est pour et les pays du Sud et également le pays du Nord. Merci. Bon, Patrick. Bien
Merci. Je voudrais peut-être, sans prolonger, car tout le monde a soit un train, un avion à prendre ou d'autres choses à faire, très utiles, remercier toute l'assistance de personnalités qui sont venues de loin, avec un temps, avec une utilité marginale de leur temps qui est très élevée, et qui l'ont détourné pour le débat qui a été très fructueux à mon sens. Je voudrais simplement, en conclusion de cette journée, dire quelle a été la logique générale de ce petit colloque, ce grand colloque si vous voulez, sur les zones d'ombre, les zones à faire sortir de l'ombre dans le débat. Il y avait une continuité dans nos quatre panels, et un contexte général qui a été bien rappelé à la fin par les derniers orateurs, c'est-à-dire que nous sommes dans un... je ne sais pas si Rabat est encore là, mais il est toujours là à nous le rappeler. Nous sommes dans un contexte géopolitique qui est vraiment transformé. Et donc toutes les questions que nous devons poser, y compris celui de la redevabilité, est également influencé par ce changement de l'ordre mondial qui doit être vraiment pris en compte dans ces analyses de la réforme du système financier international. Et c'est la raison pour laquelle, en remerciant encore le Trésor qui nous a fait confiance et qui nous soutient en toute indépendance, je le rappelle, dans cette réflexion sur l'architecture internationale du financement du développement, nous ne craignons pas d'essayer de faire sortir de l'ombre ces questions qui ont été celles des finalités, de l'allocation, de l'appui au secteur privé et de la redevabilité. Les 4 questions se tiennent. Et vous avez bien vu que dans la discussion, notamment entre la redevabilité et l'allocation, il y avait une continuité. Et que si on cherche vraiment à sortir de l'ombre, je dirais, ce qui va au pays, en regardant l'allocation entre les pays selon leur vulnérabilité, selon leur revenu par tête, il faut distinguer ce qui a été fléché sur l'aide au développement et ce qui est fléché sur, je dirais pas le climat, mais l'atténuation, la mitigation, l'atténuation, comme on va le faire pour la biodiversité et les biens publics mondiaux, qui sont de l'intérêt de tous les pays, y compris évidemment au premier chef des pays développés eux-mêmes. Donc vraiment, je crois qu'il y a un besoin de clarté, de clarification dans tout ce système. Et je dirais que c'est un peu notre rôle en tant que think tank d'essayer d'apporter un peu de clarté à ces sujets, et notamment dans le sujet des financements climat. Sur chacun des thèmes, je veux dire que nous avons essayé d'introduire des réflexions qui ont été menées par la FERDI, en particulier par la chaire Architecture internationale du financement, sur les financements innovants. Nous avons quelques contributions sur l'allocation, bien sûr, la vulnérabilité, sur l'appui au secteur privé et sur la redevabilité. Et au fond, pour terminer sur ce dernier point, si on n'arrive pas à trouver un consensus institutionnel pour qu'il y ait une redevabilité forte, qui ne soit pas l'émanation seulement, c'est la redevabilité des pays qui s'engagent, et pas seulement des pays qui reçoivent. Si on n'arrive pas à trouver un consensus, eh bien il reviendra au think tank comme le nôtre, comme le fait le CGDF de sa façon, et à nous, FERDI et à d'autres, d'établir des indicateurs pour porter aux yeux de l'opinion publique l'opinion que nous avons sur l'allocation. Est-ce que les flux vont vers les pays qui en ont le plus besoin, et puis, mais ce serait vraiment dommage qu'il n'y ait pas un consensus sur ces critères, sur cette méthode, et qui émane d'une institution qui existe. Il y en a beaucoup trop. Je sais que dans le débat sur les fonds climat, j'ai évoqué tout à l'heure le plaidoyer vigoureux du président de notre chère architecture, qui est Philippe Louérou, en disant il faut, c'est le temps de mettre de l'ordre dans tous ces fonds climat. J'en parlais avec notre ami Donnelier tout à l'heure. Il y en a évidemment trop. Mais est-ce qu'il faut tous les supprimer? Politiquement, on sait que ce n'est pas possible. Et puis, il faut qu'il y ait diversité de voix. Mais en même temps, il y a besoin de mettre de l'ordre dans ces institutions. Et je dois dire que
pour la redevabilité, c'est un peu la même chose. Est-ce qu'il faut laisser autant de voix, autant de partenaires qui mobilisent les élites des pays en développement pour des forums qui se succèdent sur des thèmes identiques, ou est-ce qu'il ne faudrait pas arriver à trouver un petit peu plus de consensus sur l'évaluation et la redevabilité? En tout cas, je crois qu'il y a, nous retenons de votre participation, de toutes vos idées, je dirais des incitations à aller de l'avant, je ne dirais pas pour les 10 prochaines années de la FERDI, mais en tout cas pour les 10 prochains mois, en ayant vraiment à l'esprit cette échéance qui est la préparation du A10+10, le forum pour la 4e conférence des Nations Unies sur le développement, mais ce n'est pas seulement les Nations Unies, c'est aussi les initiatives de la suite du sommet de Paris et de toutes les échéances qui vont se manifester dans les mois à venir. En tout cas, nous resterons en contact et nous sommes heureux de travailler avec vous et de poursuivre le dialogue avec les uns et les autres. Merci beaucoup.